Bien le bonsoir dans l'actualité de ce vendredi 13 décembre 2019. Nyolank, nous refusons du nom du collectif contre la hausse du prix de l'électricité, l'organisation qui paralyse une trentaine d'organisations ou de mouvements de la société civile a marché de la place de la Nation au rond-point de la RTS. L'occasion aussi de dénoncer l'arrestation de l'activiste Guy-Marius Sagna et compagnie qui ont été arrêtés dans le même combat. Facteurs de radicalisation et perception du terrorisme chez les jeunes à la frontière entre le Sénégal et la Guinée. C'est là l'intitulé du rapport de Timbuktu Institute, une quarantaine de pages qui relève les motivations entre chômage, injustice sociale, frustration, entre autres les détails dans ce journal. Le budget programme à la loupe dans cette édition les spécificités de l'approche disséquée par un spécialiste. Ares Fighting à Dakar, le lutteur Regrek et rugbyman Moussa Togola représentent le Sénégal à la toute première compétition afro-européenne de MMA. L'invité du vendredi, le porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République, par ailleurs président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, Abdou Mbow, aborde avec nous des questions d'actualité en fin de journal. Bienvenue à tous, dans un instant le développement de tous ces titres. Le collectif Nyolank, nous refusons à mobiliser des centaines de personnes cet après-midi à Dakar. Une trentaine de mouvements et d'organisations de la société civile qui ont battu le pavé pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité et l'arrestation d'activistes contre cette même mesure. Nous y reviendrons d'avant la fin de ce journal. Le chômage, l'injustice sociale, les frustrations, faible capacité d'inclusion des couches vulnérables, des facteurs à l'origine de la radicalisation des jeunes dans la zone frontalière entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, des révélations du rapport de Timbuktu Institute, rapport intitulé « Facteurs de radicalisation et perception du terrorisme chez les jeunes » dans la zone que je viens de nommer, étude d'une quarantaine de pages menée à Kolda et à Labé en 2018. Cheikh Gueye et Tidiane Cissé ont assisté à la conférence de presse de présentation de ce document. C'est une étude menée en 2018 dans un contexte sous-régional très instable. Il s'agissait de restituer l'étude que nous avons réalisée avec Timbuktu Institute sur les facteurs de radicalisation dans les zones frontalières, surtout autour de Vélingara et de Labé. Les résultats montrent qu'au-delà de la dimension religieuse qu'on évoque très souvent et par laquelle on essaie de traiter le problème, il y a d'autres vulnérabilités socio-économiques, le manque d'emploi, la frustration, la marginalisation, et que ça dénote là une recommandation claire à l'égard des pouvoirs publics de faire attention, d'écouter la jeunesse et de développer des politiques de jeunesse véritables. Dans le souci de mieux appréhender les facteurs de vulnérabilité, les enquêteurs ont ciblé des jeunes de 18 à 35 ans dans les régions de Kolda et de Labé en Guinée. Le Sénégal et la Guinée, ces deux pays présentent la particularité, comme je l'ai dit, d'appartenir à la typologie numéro 3, c'est-à-dire des pays qui peuvent encore développer les stratégies de prévention, des pays encore un peu éloignés de l'épicentre et des ventres mous où se déploie ce terrorisme-là, des pays qui sont aussi des pays côtiers et proches de cette typologie-là, qui doivent prendre leur garde. Pour arriver à ce résultat, Timbuktu Institute a interrogé 800 jeunes en utilisant deux méthodes, une méthode quantitative et une méthode qualitative. Pour l'approche quantitative, on a eu à interroger 800 jeunes sur une méthodologie CAP, c'est-à-dire sur leurs connaissances, les attitudes ainsi que leurs pratiques face à la radicalisation et au terrorisme. Pour l'approche qualitative aussi, on a eu à interroger des acteurs du secteur qui sont largement revenus sur ces phénomènes de radicalisation. Et cette approche-là a largement complété l'approche quantitative pour essayer de couronner le tout par une approche participative, c'est-à-dire ce sont les populations elles-mêmes qui font les solutions, qui proposent des recommandations en vue d'éradiquer définitivement ce problème. Après le Niger, le Mali, Timbuktu Institute donne les raisons qui peuvent amener les jeunes à se radicaliser au Sénégal et en Guinée. Il appelle tous les pays de la sous-région à privilégier le dialogue et la sensibilisation des jeunes pour éviter de tomber dans les pièges
de l'extrémisme dans nos pays. La mise en place imminente d'un programme pour soutenir la réussite des aspirants à l'immigration dans leur propre pays, annonce du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Ndiéguène Sarr, était ce jeudi à la Foire internationale de Dakar. D'autres démembrements de l'État du Sénégal mettront également la main à la pâte pour la réussite de ce projet. Écoutez-le avec Cheikh Hassan Fall. Et cette politique ambitieuse envers notre jeunesse a permis également à celle-là de dire enfin, on a un gouvernement qui nous écoute, on a un gouvernement qui nous parle, on a un gouvernement aussi qui nous soutient et qui a mis en place des dispositifs incitatifs de promotion et de l'emploi des jeunes, mais également de financer des projets qui sont partis par des jeunes. C'est vrai que ce n'est pas un travail d'une année, de 2 ans, de 3 ans ou d'un mandat, mais le président a l'ambition de Dématérialiser pour plus d'efficacité et de proximité avec le contribuable, c'est l'objectif de la Direction générale des impôts et domaines. Le chef du centre des services fiscaux de Ngor Almadi estime que la digitalisation des procédures s'impose à tous et que la DGID y trouve également son compte. La digitalisation s'impose à nous et nous l'avons très tôt. La digitalisation s'impose à nous et nous l'avons très tôt compris. La digitalisation s'impose à nous et nous l'avons très tôt compris, je pense, à la DGID. À travers un ensemble de réformes, nous avons abouti aujourd'hui à toute une panoplie d'applications qui permet de maintenir une relation permanente entre les usagers du service public ou de nos services et la DGID. Une relation de confiance à travers des applications, une relation de transparence, mais une relation également sécurisée. Aujourd'hui, le contribuable peut, à partir de son bureau, faire sa déclaration, mais également procéder au paiement de ses impôts. Je pense que c'est une innovation. C'est un gain de temps d'abord pour le contribuable, c'est une sécurité dans ses transactions, parce qu'il peut, à partir de son bureau, consulter son dossier fiscal, consulter son compte d'impôt, consulter les paiements, faire des paiements à distance. C'est un gain de temps énorme pour le contribuable. Les rideaux sont tombés sur la session budgétaire 2020 à l'Assemblée nationale. Le vote du budget du ministère des Finances a refermé le bal, un vote sans débat qui fait débat. Le ministre a exprimé donc un regret là-dessus avant de dérouler les perspectives du budget programme. Mafal Fall et Abdourahmane Ly. Le débat sur le vote du budget sans débat du ministère des Finances et du Budget a secoué l'hémicycle pendant plusieurs minutes. Une proposition faite par ces députés de la majorité pour qui, après le vote du budget, ce serait un non-sens d'ouvrir des débats. Et que chacun de nous, en tant que député, en voyant le rapport que le ministre des Finances nous a proposé, cela prouve nettement que l'État a pris en compte tout ce que nous avons dit en commission des finances. Donc il n'y aura qu'une répétition. Et c'est ce qui a motivé au président du groupe et aux non-inscrits de discuter pour vraiment arrondir la discussion. Si aujourd'hui, vers 18h, 19h, et on doit arrêter à 0h, avant 0h, et que nous avons déjà voté le budget, nous avons tout voté, qu'est-ce qui reste? C'est de parler au ministre qui nous répond. Et il nous a répondu encore. Il nous a répondu lorsque nous l'avons posé des questions lors des commissions de finances, de la commission des finances. Un avis que ne partage pas visiblement ce député de l'opposition, très dépité. C'est extrêmement grave de cautionner ce procédé. Je pense que vous avez l'expérience de ces marathons budgétaires et vous êtes d'accord avec moi que c'est la première fois ici à l'hémicycle, au moment de la clôture, qu'on parle d'un vote sans débat. Et ça coïncide avec une période assez sensible où des dirigeants de la majorité nous apprennent que des intrants agricoles destinés aux paysans de Nandefal ou aux paysans de Nit, que ces intrants sont partagés entre eux. Le vote du budget sans débat pour le principal concerné, le ministre des Finances et du Budget, est juste une marque de confiance des parlementaires à son égard. Je remercie bien sûr les honorables députés, le président de l'Assemblée, les honorables députés d'avoir surtout fait ce budget et ce vote sans débat. Vous savez que je le regrette fort parce que je pense que c'était un grand moment de communication
c'était un moment où il fallait quand même bien sûr rappeler déjà les fondamentaux et les principes justement de ce grand budget général. Surtout un budget qui, pour la première fois, va connaître une mutation importante en budget programme. Et c'était l'occasion en tout cas de le rappeler, mais surtout rappeler aussi les performances qui nous ont conduits aujourd'hui à ce niveau. Le passage du ministre des Finances et du Budget entérine la fin de 33 jours de marathon budgétaire, un satisfecit pour certains députés qui marque le début des budgets programmes. Où le ministre des Finances se posait principalement 3 questions. Comment avoir des ressources, comment les utiliser, est-ce qu'elles ont été bien utilisées au profit des populations? Le budget programme justement répond. Le budget programme répond justement à cette préoccupation. Parce qu'il permet au ministre des Finances d'abord, ensuite à l'Assemblée nationale, de surveiller à tout moment le niveau d'exécution et de satisfaction des réalisations qui sont opérées à partir de ce budget-là. C'est ça le changement fondamental. 4 224 milliards 970 millions, c'est la loi de finances 2020. Pour le ministre des Finances et du Budget, derrière ces chiffres se cachent bien des enjeux. Le budget programme justement ce nouveau fonctionnement. Nous en parlons, fonctionnement dans la gestion des finances dans les différents ministères du gouvernement du Sénégal. Nous avons justement rencontré un spécialiste pour mieux appréhender la question, le principe, ce fonctionnement, mieux comprendre comment cela marche, quels sont les tenants et les aboutissants. C'est un compte-rendu d'entretien de Moussa Fall et de Mamadou Bipa Sissoko. Le budget programme, le leitmotiv de la session budgétaire qui vient de prendre fin. Il est d'abord important d'en connaître la signification. En soi, le budget programme reste un document de planification qui allie à la fois les ressources utilisées aux actions menées pour des résultats escomptés. Donc c'est vraiment un document de planification, un puissant outil, n'est-ce pas, qui permet maintenant aux décideurs, aux ordonnateurs de pouvoir suivre le rythme d'exécution des programmes qui sont établis. Cette nouvelle méthode que l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, a ordonnée à ses membres depuis, permettra une meilleure gestion des ressources financières délivrées aux différents ministères et aussi leur octroie plus d'autonomie, chose qui n'était pas le cas auparavant. Le budget moyen reposait sur uniquement une projection des ressources obtenues et des dépenses qui seront allouées à partir de ces ressources. C'est vraiment une innovation budgétaire, une innovation d'action publique qui permet maintenant non plus de voir qu'est-ce qu'on va obtenir en termes de ressources, mais qu'est-ce qu'on va en faire. Même si l'idée semble attrayante, des préalables s'imposent. Donc je crois qu'à ce niveau, le point faible se trouve au niveau, n'est-ce pas, du contrôle de l'action publique au niveau de ces ordonnateurs de crédit que deviennent maintenant ces nouveaux ministères sectoriels et ces directeurs d'agence. Pour faire de ce nouveau mode de fonctionnement une réussite, les institutions de contrôle devraient être renforcées. Pour l'année 2020, tous les ministres ont reçu leur budget. Reste maintenant à s'assurer de la bonne gestion des sommes allouées. Le complexe culturel Massalikul Jinan est bientôt au complet. Le porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a annoncé en effet le démarrage prochain des travaux de l'Institut islamique Cheikh Ahmadou Bamba et de la grande salle de conférence de Massalikul Jinan. Le porte-parole du Khalif des Mourides appelle les talibés à s'investir dans ce projet comme il est de coutume. Et c'était juste après la prière, la grande prière de ce vendredi. Écoutez-le au micro de Cheikh Sall. On tient à rappeler à nos fidèles la recommandation qui a été faite par le Khalif général. Au début, vu la superficie du terrain, on avait décidé d'inclure un institut islamique et de recherche qui portera le nom Cheikh Ahmadou Bamba et une salle de conférence de 3500 places. Malheureusement, ça n'avait pas pu être fait. Aujourd'hui, le Khalif général a ordonné à Makiyu Faye qu'on reprenne les travaux pour ces deux infrastructures.
Ares est dans nos murs, Ares Fighting qui débarque à Dakar. Il s'agit de la toute première organisation afro-européenne de MMA ou encore Mixed Martial Arts, un sport de combat devenu populaire aux États-Unis dans les années 90. Il oppose deux adversaires dans une cage et presque tous les coups sont permis. Le lutteur Regrec Moussa Togola seront en lice, ils seront les deux Sénégalais en lice. Nos reporters Moustapha Gabar Diop et Séléman Diallo ont assisté à la conférence de presse. La tension était à son paroxysme lors de la conférence de presse d'Ares Fighting, la première soirée de MMA en Afrique de l'Ouest. La vision derrière Ares Fighting, c'est simplement d'apporter aux 1,3 milliard d'Africains de la qualité de l'événement sur ce qui est du MMA, de la belle diffusion du MMA, de la belle production sur les images du MMA à travers Ares. Et aussi apporter ça aux 70 millions de Français qui ont tant attendu le MMA et qui arrivent maintenant sur la légalisation du MMA. Deux Sénégalais vont entrer en lice ce samedi 14 décembre. Ils livreront leur premier combat professionnel de MMA au Sénégal. Nous sommes des jeunes passionnés de sport et férus de découverte, donc c'est super de pouvoir compétir dans ce sport que nous avons essayé de connaître avant de pouvoir y jouer. Ce que je souhaite pour ce samedi, c'est plier le combat en 1 minute. Peut-être ça va nous aider à développer notre sport, parce que MMA est un sport du Sénégal. Nous voulons développer notre sport via cette compétition, car le MMA n'est pas encore bien connu chez nous. Mais la compétition organisée par Ares nous permettra d'avoir la chance de pouvoir appeler d'autres partenaires pour développer le MMA au Sénégal. On va se donner le maximum de sérieux. C'est la dernière ligne droite pour les 24 combattants de 5 continents qui s'affronteront samedi sur l'esplanade du Musée des civilisations noires. Leur dernier face-à-face a eu lieu vendredi lors de la pesée officielle. Et puis cette triste note, la disparition du chanteur Doudou Seck Yakati. Il est décédé des suites d'une longue maladie selon ses proches. Et c'est survenu ce vendredi à l'âge de 65 ans. Ancien pensionnaire du Théâtre national Daniel Sorano, Doudou Ndiaye Kati était connu dans le monde de la lutte grâce à sa voix légendaire qui galvanisait les lutteurs dans l'arène. La suite avec l'invité, dernier chapitre de cette édition. L'invité du vendredi, nous recevons ce soir Abdoul Mbow, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale et par ailleurs porte-parole adjoint de l'APR. Honorable, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors vous venez de boucler cette session budgétaire. D'abord le bilan que vous tireriez en 2 mots. Merci beaucoup Khalifa. Je voudrais d'abord saluer les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Mais comme vous l'avez dit, le bilan, ça va être simple et en chiffres. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple, par exemple, de ce que je sais. Parce qu'en 2012, je suis venu à l'Assemblée nationale et en 2013, quand on a adopté le budget était de 2531,166 milliards en 2013. Et 6 ans après, on est arrivé à 4224,97 milliards en 6 ans, soit une hausse de 1693 milliards en 6 ans. Et toujours en chiffres, quand on arrivait période 2009-2013, la croissance économique était de l'ordre de 3%. Aujourd'hui, elle est de l'ordre de 6,6%. Période 2014-2018. Et cela montre quoi? L'inflation aussi maîtrisée, parce qu'en 2016, c'était à 4,2%. Aujourd'hui, en 2017, 3,7%. En 2018, 3,5%. Et 3% projeté en 2019. Cela montre quoi? Cela montre que l'économie marche, parce que la croissance elle est en nette progression, l'inflation est maîtrisée et le déficit a été réduit. Cela montre que sur le plan économique, on est vraiment un bon élève, comme on dit. Aujourd'hui, par rapport au budget, on migre d'un budget moyen à budget programme. Cela montre quoi? Cela montre que l'État du Sénégal, par rapport à la gestion des finances publiques, va être encore beaucoup plus performant. Parce on aura l'occasion d'en reparler. Parce que là, certainement dans un autre voilà. cadre. Donc voilà un peu ce que je peux te dire. L'essentiel est que l'économie du Sénégal, ça marche, parce que vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés. Et sur le plan de l'inflation
il est maîtrisé, le déficit public a été réduit et en nette progression. L'économie marche, en d'autres occasions, on verra voilà, si le Sénégal lambda le ressent bien, surtout à travers ses dépenses. Il n'y a aucun problème. Tout d'abord, question d'actualité toujours concernant ce vote du ministère, du budget du ministère des Finances, un vote sans débat qui fait débat. Comment le comprendre? On peut dire sans débat, c'est-à-dire sans un nombre, 1, 2, 0, parce que quand même, depuis 60 jours... Moi je dis 100, S-A-N-S. Voilà, moi je te dis 100, 1, 2, 0. Pourquoi je le dis? Parce que hier, d'abord, vous avez vu, il y a eu 14 intervenants et on était à la 50, par exemple, on était 59 jours après le marathon budgétaire, parce qu'il y a eu 32 ministères qui sont passés et pendant tous ces 32 ministères, on a débattu non seulement en commission des finances élargie, ensuite en plénière, et c'était juste un ramassé hier. Donc moi, je pense que dire qu'on a voté sans débat, c'est juste de la mauvaise foi. Et il y a eu des explications de vote. 15 de nos collègues ont eu à prendre la parole. Et comme je vous l'ai dit encore une fois de plus, certains de l'opposition se sont même retirés avant qu'on ne propose de voter le projet de loi. Ce qui veut dire la question du timing qu'on a avancé n'est pas fondée. Vous savez, ce n'est pas fondé, Khalifa. Nous tous, nous sommes là depuis 60 jours. Vous avez vu que les députés ont débattu, les ministres ont apporté des réponses clairement. Et comme à leur habitude, l'opposition aujourd'hui est mal en point. C'est pourquoi ils essaient de reprendre du poil à la bête à l'Assemblée nationale en essayant de dire qu'on a voté sans débat. Mais les Sénégalaises et les Sénégalais savent qu'il y a eu bel et bien débat. Et pendant ces jours, même la RTS, après le marathon budgétaire, sort les débats qui ont eu au niveau quand même de l'Assemblée nationale. Vous, de la presse, vous avez eu à couvrir tous nos débats. Donc, si on dit sans débat, c'est sûrement 100 avec 1, 2, 0. Très bien. Alors, le leitmotiv de cette session, bien entendu, c'est le budget programme. D'abord, comment est-ce que cela se décline pour que cela soit un peu plus clair dans la tête de Pour que ça soit beaucoup plus clair, le budget programme, tu sais, on avait des budgets de dotation, c'est-à-dire de moyens. On dotait le ministère de moyens et on faisait des arbitrages internes pour voir exactement où est-ce qu'on amène tant, où est-ce qu'on amène tant. Aujourd'hui, quand on parle de budget programme qui vient des orientations de l'UEMOA, parce que c'est des directives quand même qui viennent de l'UEMOA, on appelle de budget, quand on appelle budget programme, c'est le GAR, c'est-à-dire gestion axée sur les résultats. Par exemple, je te donne l'exemple du ministère, par exemple, de l'Éducation nationale. On dit programme moyen secondaire, dotation, temps. Et dans la dotation, au niveau du programme, on dit transfert courant, gestion de personnel. Donc, pour qu'on soit chaque montant, on sait où ça va. Non seulement ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible par rapport au budget, la gestion sera beaucoup plus facile et le parlementaire aura beaucoup plus la facilité de contrôler où sont allés les moyens. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui... Quelles sont les garanties autour de cette innovation, de cette nouveauté? Les garanties, c'est très clair. Parce que, Khalifa, aujourd'hui, si on dit que, par exemple, la radio, ici à ITV, il y a e-radio, on dit que là, c'est pour une caméra. Tu prends l'argent, tu achètes dictaphone pour la radio, on saura que c'est un dictaphone parce qu'il y a les pièces comptables. C'est juste un exemple que je te donne. Donc, juste pour te dire qu'il ne peut pas y avoir de détournement d'objectifs. Et le parlementaire a la possibilité à tout moment, parce que les commissions ont la possibilité à tout moment de contrôler les politiques publiques. Parce que vous avez vu que la Constitution qu'on a votée en 2017 nous a donné les prérogatives de contrôler les politiques publiques. Donc aujourd'hui, non seulement la gestion sera beaucoup plus claire, mais les parlementaires auront encore une fois de plus la latitude de contrôler plus facilement le budget doté au ministère. Alors c'est dommage qu'on ne puisse pas aller au fond, mais à d'autres occasions. Alors en qualité de porte-parole de l'APR, comment les passes d'armes que l'on constate entre membres de la formation politique sont-elles appréciées au sein de la formation à l'heure actuelle? Mais vous savez, regrettable, Mm. parce que je pense qu'il faut condamner toute forme de violence, que ce soit physique comme verbale. Ça, c'est un. Deuxièmement, le président de la République, qui est le président de notre parti, le président Macky Sall, n'a jamais encouragé quand même des violences verbales ou bien violences physiques. Et je suis sûr, parce que quand même on aura l'occasion très prochainement de nous réunir au niveau du secrétariat exécutif national pour effectivement quand même trancher ces questions qui sont des questions importantes. Mais vous savez, je vais vous le dire, le président Macky Sall est un homme qui tient à quand même, quand il disait
par rapport à une gestion vertueuse et sobre et vertueuse, cela ne sont pas que des slogans. Je vous le dis et je vous le répète, vous allez voir que lui-même, il sifflera la fin de la récréation parce que quand même, il y a des choses, je pense, qui ne seront pas... Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'APR souffre d'un manque d'autorité? Mais c'est parce qu'ils n'ont absolument rien compris. Le président Macky Sall est un homme quand même qui est non seulement un homme équilibré, mais un homme qui a de l'autorité dans ce qu'il fait. Mais vous savez, Khalifa, vous pouvez avoir une maison qui peut avoir toutes sortes de caractères. Parce qu'on peut être, par exemple, de même père et même mère dans une bonne famille, mais avoir, par exemple, des caractères différents. Souvent, je dis aux personnes que nous sommes issus de familles différentes. Nous sommes issus de milieux différents. Nous avons reçu des éducations différentes. Mais n'oubliez pas aussi qu'un parti politique n'est pas une caserne, n'est pas un camp militaire. On y entre librement, on y sort librement, mais aussi il y a des règles de fonctionnement d'un parti politique. Et ces règles-là seront quand même respectées. Donc on peut s'attendre à des sanctions immédiatement au terme de votre prochaine rencontre. Ce qu'on peut s'attendre, c'est que le président de la République, en tant que responsable de notre parti politique, président de l'Alliance pour la République, sifflera la fin de la récréation, et ça, je peux vous l'assurer. L'affaire Bougazeli, qui a été contraint à la démission. Mais vous savez, moi je pense que c'est... confirmé qu'il a été contraint à la démission. Certains, tu sais, les faits sont sacrés, le commentaire, il est libre, on le dit en journal. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que j'en dis, c'est que lui, il a pris sa responsabilité de mettre à l'aise le président, de mettre à l'aise le Parlement et ses camarades de parti, parce que c'est quelqu'un qui croit que le président de la République n'a absolument rien à voir dans cette affaire, sa coalition n'a rien à voir dans cette affaire, l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec cette affaire, c'est une affaire privée et il a décidé de l'assumer lui-même. Très bien. Alors, la question des migrants vous interpelle en tant que président de la Commission des Affaires étrangères. Tout à fait. Quelles sont ou la prise en charge que l'on peut attendre justement de l'Assemblée nationale, la prise en charge de cette question? Mais vous savez, moi je voudrais d'abord rendre un hommage mérité au ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d'État Moïse Sarr. Dernièrement, quand il y a eu quand même un bateau où avaient péri des Sénégalais en Mauritanie, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère des Affaires étrangères, a pris toutes les mesures. Ça c'est fait, mais la commission au niveau de l'Assemblée nationale. Non, on a très peu de temps. Je vais vous dire, non, mais il faut quand même que je vous explique, parce que l'Assemblée nationale, son rôle, c'est un rôle de plaidoyer, un rôle de contrôle de l'action du gouvernement. C'est normal. Comment comptez-vous prendre en charge cette problématique justement? C'est-à-dire, nous, au niveau de la commission des Affaires étrangères, on va non seulement faire quand même de la sensibilisation, mais aussi en rapport avec le gouvernement, organiser des conférences et aller faire quand même des rencontres dans différents pays pour voir exactement comment nous, parlementaires, on peut organiser un bon plaidoyer pour la question des migrations. Alors, des informations qui prêtent à la majorité une proposition qui a été faite pour justement la suppression de la limitation des mandats. Un démenti a été évidemment apporté. Mais est-ce que cela n'est-il pas né justement de ce clair-obscur entretenu autour du troisième mandat du président Macky Sall? C'est juste une que par rapport au Sénégal, on parle beaucoup sans pour autant maîtriser les sujets. Mais ça a été très clair. On a amené un communiqué, on a sorti un communiqué clair et net que cela n'est que rumeur. Jamais ça n'a été dit en privé ou en public. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu de clair-obscur dans l'affaire du troisième mandat. Je n'ai pas dit ça, je demande si cela ne découle pas justement de cela. Non, c'est ce que je te dis. Je te dis qu'il n'y a pas de clair-obscur. Pour être clair encore une fois avec vous, c'est important parce que tu portes pas... Il n'y aura pas de troisième mandat. Non, mais vous savez, encore une fois de plus, c'est un débat qui est entretenu par des politiciens professionnels. Cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la réussite de notre quinquennat. L'arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie, dont un professeur d'université, dénonçant la hausse justement de l'électricité, certains parlent de recul démocratique. Mais vous savez, moi je pense que j'ai énormément de respect pour Guy Marius Sagna, pour Babacar Diop. Babacar Diop, j'étais son ancien au lycée Malick Sy, j'étais son ancien en tant que président de la coordination des étudiants tchèsois. C'est quelqu'un que je connais, que je respecte, Guy Marius Sagna. Mais ce qu'il faut dire, moi je ne milite pas pour que les gens entrent en prison, mais il faut que les gens puissent dissocier certaines choses. On dit professeur d'université. Ok, c'est un professeur d'université, mais qui a des convictions politiques. Guy Marius Sagna était dans la coalition de Sonko, c'est des politiques. Ils ont quand même, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Moi, Khalifa, je suis journaliste. Est-ce que si j'avais fait des bêtises, vous les journalistes, vous allez sortir pour faire une marche pour dire il faut libérer Abdou Mbow? On soutiendrait. Moralement, on soutient Babacar. Moralement, on soutient Guy Marius. Mais il ne faut pas qu'on mélange un peu les choses. Il faut que les gens, quand même, dans ce pays, assument
leurs responsabilités. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est en prison ou bien quelqu'un est dans l'opposition, c'est lui le crédible, c'est lui qui est bien. Et l'autre qui est au niveau du pouvoir, c'est le diable. Non, mais attends, Comment vous assumez la responsabilité de la hausse du prix de l'électricité, sachant que le président de la République avait pris l'engagement de ne pas augmenter le président de la République, moi je suis convaincu. Est-ce qu'on peut encore avoir foi en ces engagements? Je suis convaincu que le président de la République ne pose jamais un acte contre les Sénégalaises et les Sénégalais. Ça, j'en suis certain parce que je le connais et je sais la manière dont il manage ce pays-là. L'engagement qu'il a pris, il le tirera tout. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que le président de la République avait amené, comment dirais-je, diminué ou bien enlevé pratiquement l'impôt sur le revenu. N'oubliez pas que depuis 2012, l'inflation est maîtrisée. Donc ça aussi, ça fait partie des prérogatives du chef de l'État pour alléger la souffrance des Sénégalais. Sont passés les plus de 100 milliards subventionnant la Sénélec pour justement éviter cette hausse. Voilà, je vais vous dire, si on avait appliqué la vérité des prix aujourd'hui, Khalifa Diakhaté, peut-être les Sénégalais vont crier le ras-le-bol parce que c'est parce qu'on subventionne, c'est pourquoi on parle même les Sénégalais se demandent d'ailleurs si le carburant, justement dans la même logique, ne va pas augmenter. Khalifa, vous étiez là en 2011, vous n'êtes pas un Burkinabé ni un Mauritanien. Avant 2012, chaque semaine, on avait une augmentation du carburant. Depuis 2012, quand même, il faut suivre mon regard pour voir exactement est-ce que le président de la République est en train de bien faire, oui ou non. Merci beaucoup, Abdoul Mbow, président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, porte-parole adjoint de l'APR Alliance pour la République. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Dans quelques instants, IR avec Sophie Abba, le professeur Sanguet Diouf, il nous inspire à la suite. Et puis, à 20h30, Mamoud Ibra Kane autour de ses invités. Édition spéciale consacrée à la campagne agricole, mais également à la problématique des semences. Bonne soirée sur ITV. Au revoir.